Je suis heureux d'être ici comme président fondateur de l'association ProFrance. Et j'ai à mes côtés Julia Thureau qui représente la société de certification Veritas, le bureau Veritas, dont forcément vous connaissez le nom. Vous avez fait le choix de venir à ce qui est pompeusement appelé une conférence sur le label Origine France Garantie, et je vous en remercie. Je laisserai évidemment Julien dire quelques mots sur l'aspect technique des choses, mais moi je voudrais poser la problématique et vous dire au nom des entreprises qui composent l'association ProFrance, dont certains sont ici et je les salue, ce que nous avons voulu faire, ce que nous voulons faire et ce qu'est le label Origine France Garantie. L'idée, c'est qu'il y a une demande de la société qui monte, qui est une demande de transparence et de traçabilité sur les produits. On veut de plus en plus savoir ce qu'on achète. Et dans les éléments qui sont souhaités par celui qui achète, que ce soit un acheteur privé ou un acheteur public, dans les éléments qui est souhaité, il y a un élément qui est celui de connaître l'origine du produit qu'on achète. Je le dis souvent, mais je le répète volontiers devant vous, je crois que le XXe siècle aura été le siècle des marques, de la mondialisation, de la standardisation, mais aussi de l'anonymat des produits. Et je crois que le XXIe siècle sera le siècle où, à côté des marques, à côté de la standardisation, va se développer la notion d'origine qui reprend de la valeur. Le XXe siècle aura été aussi celui de l'explosion des process de fabrication et au fond, la vraie question qu'on devrait se poser tous, c'est qu'est-ce qu'un produit français ? Et c'est la question que nous nous sommes posée. Qu'est-ce qu'un produit français ? Est-ce que c'est un produit d'une marque française ? La réponse est non. Il y a des produits français qui sont portés par des marques françaises, et il y a des produits français qui sont portés par des marques qui ne sont pas des marques françaises. Est-ce qu'un produit français, c'est un produit dont les actionnaires de l'entreprise qui fabrique ce produit sont français ? Eh bien non. Il y a des entreprises dont les actionnaires ne sont pas français, qui fabriquent des produits français et réciproquement. Donc vous voyez que la question reste entière. Qu'est-ce qu'un produit français ? Alors il y a plusieurs moyens de déterminer ce qu'est un produit français. D'abord, il y a une référence légale qui est le Code douanier européen. Et le parlementaire que je suis, par ailleurs avocat et juriste, ne peut vous dire qu'évidemment, il faut d'abord se fonder sur les références légales. Qu'est-ce que dit le Code douanier européen ? Le Code douanier européen dit pour être français, pour être made in France, pour être fabriqué en France, pour pouvoir utiliser cette appellation, un produit doit, premièrement, faire en sorte que au moins sa dernière ouvraison principale ait été faite sur le territoire français. La dernière partie de sa fabrication, la dernière ouvraison principale. Alors, la notion d'ouvraison principale, Julia pourra peut-être vous en donner des exemples, c'est quelquefois un peu complexe, mais au sens de ce que je vous dis, si une valise a vu son tissu, ses roulettes, ses poignées fabriquées ailleurs, mais qu'au fond, la dernière ouvraison qu'assemble tout ça est faite en France, on répond à ce critère. Ou si une marinière a vu son tissu teint découpé en Tunisie, mais qu'elle est assemblée en Bretagne, elle répond à ce critère. Puis il y a un deuxième critère que donne le Code douanier, c'est que ce produit, qui a eu sa dernière ouvraison principale en France, au moins sa dernière ouvraison principale, il doit en plus avoir 45% de son prix de revient unitaire, quand on prend tout ce qui est le prix de revient du produit, qui est acquis sur le territoire français. Je ne me trompe pas, hein ? Je regarde, elle me regarde avec des yeux, des fois j'ai peur de me tromper. 45%, voilà. Donc c'est un produit qui a eu au moins
disons, sa dernière étape principale de fabrication en France, pour simplifier, et au moins 45% de tout ce qui compose la valeur du produit acquis sur le territoire français. Ça, c'est le code douanier. Et un produit qui est made in France, qui est fabriqué en France, qui est produit en France, toutes ces appellations, doit répondre à ça. Mais il y a un hic. Et c'est un gros hic. C'est que, d'abord, c'est le producteur qui s'attribue librement le fait de le mettre ou pas, c'est lui qui décide, et que ça n'est quasiment jamais contrôlé par personne. Et que quand vous voyez un produit sur lequel il y a marqué « Made in France » ou « Fabriqué en France », vous avez de fortes chances que ça n'ait jamais été contrôlé par personne d'autre que celui qui a décidé de le mettre sur son produit. Alors soit il est honnête, il est respectueux de la loi et il l'a fait en respectant les conditions que j'évoque, soit il est moins respectueux ou il s'arrange et il se l'est attribué en se disant de toute façon je vais le marquer puisque je ne serai jamais contrôlé. Et sur 1000 produits sur lesquels vous trouvez Made in France, fabrication française, vous avez peut-être 1 sur 1000 qui éventuellement a été contrôlé, tous les autres sont passés à travers les mailles du filet. C'est cette réflexion sur ces trous dans le dispositif qui a fait que des chefs d'entreprise ont décidé de créer le label Origine France Garantie. Alors, Origine France Garantie, nous ne sommes pas fondés sur une législation. Nous sommes fondés sur une association qui a décidé de dire nous, il faut qu'on sorte de l'ambiguïté du Made in France pour aller vers un outil de certification d'origine. Quelles sont nos différences avec le Made in France ou avec le code douanier que je viens d'évoquer? Elles sont doubles. La première différence, c'est que pour être Origine France Garantie, un produit doit non pas avoir sa dernière ouvraison principale faite sur le territoire français, mais toute l'ouvraison. Nous disons en termes juridiques et en jargon, le produit doit avoir acquis ses caractéristiques principales en France. En gros, il doit être totalement fabriqué en France. Si je reprends ma marinière, le tissu il doit avoir été traité, teint, découpé, cousu, fini en France. Et puis nous ajoutons, comme le code douanier, un deuxième critère. Je vous rappelle, c'est 45% de prix de revient unitaire pour le code douanier. Nous disons 50% de prix de revient unitaire acquis sur le territoire français. C'est-à-dire quand on prend tout le produit, on regarde tout. Si c'est la marinière, on regarde la teinture, le marketing, on regarde le tissu, on regarde la valeur de tout ça et il doit avoir au moins 50% de cette valeur qui était acquise sur le territoire français. De quoi s'est-on inspiré pour faire ça? On s'est inspiré du Swiss Made, de la législation suisse. Les Suisses ont une législation qui a créé, à travers le Swiss Made, ce référentiel. Ils ont même été plus loin depuis, puisqu'eux, ils sont montés à 65%. Enfin, à l'origine, ils étaient à 50%. Donc on s'est inspiré de ça. Et on a créé, avec Bureau Veritas, qui était notre premier partenaire, des référentiels par profession pour déterminer par profession comment s'appliquer ces critères. C'est notre première différence avec le code douanier ou le Made in, c'est que nous sommes plus exigeants sur ces points-là et qu'au fond, sur un produit Origine France Garantie, vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas une grande partie qui a été faite ailleurs, tout a été fait en France et que le critère est plus exigeant. Et puis on a une deuxième différence qui est majeure, c'est qu'aucune entreprise ne peut utiliser Origine France Garantie si elle n'a pas été auditée par un organisme indépendant qui est venu vérifier que ce qu'affirmait l'entreprise était bien la réalité. Et donc nous sommes une marque certifiée. Nous ne sommes pas une marque auto-attribuée comme fabriquée en France ou Made in France, où je vous l'ai dit tout à l'heure, le chef d'entreprise, sur sa bonne foi, sur son envie, il appose la marque, puis il se dit de toute façon, si je ne suis pas contrôlé, on verra bien. Nous, c'est contrôlé a priori, au préalable et avant de faire. Ce qui est d'ailleurs une difficulté d'accès au label, parce qu'évidemment, il faut choisir un organisme certificateur. Alors notre partenaire historique, c'est Veritas. Depuis, nous avons ouvert
le dispositif à d'autres certificateurs, AFNOR, SGS, une série d'autres certificateurs qui sont tous agréés. L'entreprise qui veut devenir Origine France Garantie en choisit un, les met en concurrence. Pardon de ce mot, mais c'est la vérité. Et il y a un audit qui est fait pour savoir si les critères que j'évoque sont respectés. Si les critères sont respectés, l'association donne le droit à l'entreprise d'utiliser Origine France Garantie, qui est une marque, et qu'elle a le droit d'utiliser, puisque les critères de certification ont été respectés. Et c'est ce qui fait le poids et la puissance d'Origine France Garantie et son utilité, c'est qu'effectivement, nous sommes un label de certification. Et nous sommes le seul label de certification d'origine universel. Il existe d'autres labels de certification d'origine, mais sectoriels. La viande de porc français, un label qui s'appelle viande de porc français, qui fait aussi l'objet de certification, mais qui est sectoriel, qui en plus lui mêle des critères de qualité. Nous ne prenons que les critères d'origine. Un produit Origine France Garantie, on ne peut pas vous dire s'il est bon ou s'il est mauvais, on vous dit qu'il est français. C'est tout ce qu'on sait vous dire. Alors, vous pouvez avoir une petite information pour savoir s'il est bon ou s'il est mauvais, parce que s'il est Origine France Garantie, il a respecté la législation française, et la législation française en matière technique, sociale, environnementale, elle est une des plus exigeantes du monde. Donc au fond, déjà, ça donne une petite idée. Si c'est Origine France Garantie, c'est français. Si c'est français, ça a respecté la législation française. Donc il y a beaucoup de critères qui sont très exigeants. Mais c'est la seule information que nous donnons. Donc nous sommes un outil plus exigeant que le Made in France, un outil certifié qui permet à celui qui achète de se dire « Ah, là, c'est Origine France Garantie, il n'y a pas de doute, c'est bien français ». Au fond, si je voulais résumer ça en une phrase, l'origine française, il y a ceux qui l'affirment, et puis il y a ceux qui l'approuvent. Ceux qui l'affirment, c'est ceux qui vous disent « Je suis fabriqué en France, je suis made in France, je suis cocorico, je suis bleu, blanc, rouge ». Ah ça, des gens qui vous l'affirment, il y en a plein les rayons. Et puis il y a ceux qui vous le prouvent. Qui disent « Moi, je le suis, mais je vous le prouve ». Je ne vous raconte pas une histoire. Je ne vous raconte pas ce que on peut vivre de produits pas tout à fait ou plus tout à fait français qui pourtant laissent croire que. Et on a quelques histoires savoureuses à vous raconter. Il y a une grande entreprise chinoise qui ne fabrique des produits cosmétiques que pour les Chinois, qu'on retrouve sur tous les salons organisés par le gouvernement français, par l'agence Business France, qui fait des salons à l'étranger pour valoriser les produits français. Il y a une entreprise qu'on retrouve sur tous les salons. Ils ont des stands magnifiques, payés par nos impôts. Ça s'appelle La Rose Blanche Paris. L'acheteur qui voit cette entreprise sur un stand payé par le gouvernement français en Chine se dit « produit français ». Et comme en plus tous les salariés sont des Chinois, ils se disent « c'est formidable, ils parlent notre langue ». Et ils vont acheter des produits français. Ben, la Rose Blanche Paris n'a qu'un lien avec la France. C'est une société de droit français qui est une coquille vide, qui n'a pas de salariés, qui est domiciliée dans un centre de domiciliation du 11e arrondissement à Paris, pointe à la ligne. Alors on a réussi quand même à convaincre les gens de Business France de dire qu'il valait mieux les sortir de nos salons. C'était quand même un peu exagéré. Ça, c'est la fraude la plus visible. Mais il y a des fraudes très invisibles. Et puis, il y a aussi de la confusion chez le consommateur entre la marque et l'origine. Moi, je suis maire d'une petite commune. Il y a des gens qui me disent « Ah, monsieur le maire, hein, on a acheté une voiture française. Hein, on a acheté une Renault Clio. » Pas de chance, elle est faite en Turquie. Parce que vous comprenez, monsieur le maire, hein, moi, j'aurais pas acheté une voiture japonaise. Hein, j'aurais pas acheté une Toyota Yaris. Pas de chance, elle est faite en France. La marque n'est plus l'origine. Et à côté des marques, l'origine doit se réaffirmer comme une valeur. L'origine doit se réaffirmer comme une valeur, et les entreprises qui sont ici en ont bien conscience, comme une valeur sur le marché national, parce qu'au fond, derrière ce sujet, derrière notre patriotisme économique, il y a nos emplois. Et à force de se faire avoir, d'acheter des produits qui ne sont plus français, on finit par avoir détruit des emplois. Surtout que je voudrais attirer votre attention sur une chose qui me m'est très chère et sur un aspect qu'on n'évoque jamais.
On dit souvent, oui, mais un produit français, c'est plus cher. Ah, ça, les journalistes, ils ont 4 questions type. Quand je vois des journalistes, ils vous posent toujours les mêmes. Ça fait 5 ans qu'ils me posent toujours les mêmes questions. Un produit français, c'est plus cher. D'abord, pas forcément. Parce que sinon, on ne vendrait plus rien nulle part. Et Toyota qui fabrique des Yaris en France, ils auraient été totalement fous de venir fabriquer la Yaris en France pour la vendre dans une partie du monde si c'était si plus cher que ça. Deuxièmement, les produits français sont plus exigeants en matière de normes. Oui, on a un code du travail, on a un droit social, on a un droit environnemental, on a des conditions qui sont exigeantes. C'est notre modèle. On peut le regretter, on peut essayer de dire qu'il faut le changer, mais au fond, c'est notre modèle. Donc ce n'est pas le produit qui est plus cher, c'est ce qu'il compose, c'est la qualité qu'il porte qui est peut-être plus cher. Mais surtout, pourquoi est-ce que beaucoup d'entreprises ne veulent pas afficher l'origine du produit, ou pas vraiment, ou pas franchement, ou ne veulent pas qu'on aille regarder l'origine du produit? Pourquoi beaucoup d'entreprises vous disent la French Touch, c'est mieux que l'origine France? Parce qu'il ne faut pas regarder, on fabrique. Mais parce qu'on vous vend des produits fabriqués ailleurs, dans des pays low cost, beaucoup plus chers que vous ne devriez les payer. Il y a ici Olivier Lemayeux qui fabrique des t-shirts en France, qui est Origine France Garantie. Ses concurrents vendent des t-shirts sous des marques quelquefois dites françaises, qui sont vendus un peu en dessous de son prix, et qui lui fait une concurrence parce qu'ils sont fabriqués en Chine. Mais si on regarde les choses avec la vérité, ils ne devraient pas vendus un peu en dessous, ils devraient être vendus énormément en dessous. Un t-shirt chinois, il ne devrait jamais être vendu plus de 3 ou 4 euros parce que ça ne vaut pas plus, et qu'à la base, on l'achète à des prix défiant toute concurrence, et que derrière l'anonymat des produits volontaires ou pas volontaires, il y a une chose, il y a des marges considérables faites sur le dos du consommateur qui pense acheter un produit peut-être français, une marque française, qui ne sait plus, qui a vu un drapeau bleu, blanc, rouge et qui achète très très cher quelque chose qui ne devrait pas lui être vendu aussi cher. Ce n'est pas le produit français qui est trop cher, c'est le produit fabriqué à l'étranger qui génère des marges qui sont insupportables. C'est ça la vérité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'Origine France Garantie déplaît à une partie du monde économique. C'est pour ça qu'on a infusé toutes sortes de critiques au début en disant « Oui, ce truc, c'est cher, c'est ceci, c'est cela ». Ceux qui vous disent ça, c'est qu'ils ont quelque chose à cacher. Ceux qui n'en veulent pas, c'est qu'ils ont quelque chose à cacher. Celui qui n'a rien à cacher, qui fabrique vraiment en France et qui joue le jeu, il le prouve. Et le seul moyen de le prouver, c'est Origine France Garantie. C'est ça la vérité de notre affaire. Alors l'association s'est créée il y a 5 ans. Elle n'a aucun but lucratif. Ce sont que des chefs d'entreprise. Vous allez dire, qu'est-ce qu'il fout là, Gégaud? Je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle, je vous rassure, parce que le salon est assez à la mode pour les candidats à l'élection présidentielle. C'est moi qui ai eu l'idée, dans un rapport que j'avais produit il y a quelques années, en disant il manque un outil de certification d'origine officielle, universelle, transversale, incontestable. Ça manque, parce qu'on ne sait pas ce qu'on achète, et parce que le Made in France est trop fraudé et jamais contrôlé. Donc j'avais eu cette idée. Des chefs d'entreprise m'ont dit « Elle est bonne ton idée ». J'ai dit « Si on le faisait ». Donc on a réuni ces chefs d'entreprise, on a créé une association, et cette association se développe, puisque aujourd'hui on a plus de 600 entreprises qui ont fait la démarche, et 1700 gammes de produits qui sont labellisés, parce que je vous rappelle qu'on ne labellise pas une entreprise, mais des produits. Et qu'à l'intérieur d'une même entreprise, il peut y avoir des produits français et des produits qui ne le soient pas. Moi, ça ne me choque pas d'ailleurs. Moi, je ne suis pas pour qu'on s'enferme sur nous-mêmes, qu'on ne consomme que ce qu'on fabrique et qu'on est dans un monde fermé et étroit. Ceux qui disent ça n'ont rien compris. Je suis pour que tous les produits circulent dans le monde librement, que tous les savoir-faire français, chinois, tout autour de la planète s'échangent. Mais la contrepartie de ça, c'est que celui qui achète, il doit savoir où c'est produit pour arbitrer. Moi, je suis pour la responsabilité de l'acheteur. Et je pense que citoyen que vous êtes, vous votez avec un bulletin de vote, mais vous votez avec votre carte bleue. Et vous êtes responsable. Et si on vous donne une information certaine sur ce que vous achetez, vous jouez votre rôle de responsable de l'économie.
Moi, je ne suis pas pour qu'on ferme le monde, mais je suis aussi pour que, en étant responsable, si on vous dit que le t-shirt concurrent d'Olivier Lemayeux, il est fabriqué en Chine, vous accepterez plus de le payer au prix d'un t-shirt fabriqué en France. Vous direz, non, on se fout de moi. On se moque de moi. On va pas me vendre trop cher un produit qui vaut beaucoup moins. C'est ça l'idée de l'outil que nous avons mis en place. Et je constate que nous n'avons jamais reçu un sou d'argent public. Pas un centime, pas un euro, pas un sou, jamais. Ce qui d'ailleurs nous donne une certaine liberté, mais peut-être pas assez de moyens pour communiquer, mais en tout cas une liberté. Et que le label se développe, que les consommateurs le reconnaissent, que les entreprises s'en emparent et qu'elles en font un outil de preuve. C'est donc, je crois, un magnifique sujet, parce que vous l'avez compris, et pardon d'avoir été brouillon, mais il ouvre toutes les portes de plein de questions. De l'information, de la traçabilité, de la proximité, des circuits courts, du monde industriel, de la transparence, des marges. Il ouvre plein de sujets, ce sujet-là. Et derrière ce petit label, il se cache plein de beaux débats. Nous avons essayé, nous, de faire un outil opérationnel, pragmatique, incontestable. Et je suis très heureux qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui s'en soient emparées, qui s'en emparent, qui soient ici, qui ne soient pas dans ce salon. Et puis je dis à celles qui fabriquent encore en France de bonne foi, il ne suffit pas de le dire, il faut le prouver. Prouvez que vous êtes fabriqué en France. Parce que si vous ne le prouvez pas, vous aurez un jour un concurrent qui fera semblant et qui viendra vous bouffer le marché en vendant un peu moins cher que vous, en faisant de beaucoup plus grosses marges que vous et en laissant le consommateur dans l'incertitude. C'est ça qui est le combat. C'est que la transparence, la traçabilité, la preuve de l'origine, c'est un combat de marge, c'est un combat d'équilibre. Voilà les choses. Pour vous dire, je laisserai la parole à Julia, l'aspect technique s'il y a des chefs d'entreprise, comment ça se passe, combien coûtent les audits, combien ça coûte, entre quelques centaines d'euros pour une toute petite entreprise et quelques milliers pour une très grande. Quand Peugeot fait labelliser son SUV, la 3008, ça coûte beaucoup plus cher que quand une fabricante de chaussons pour bébé dans son garage fait labelliser ses chaussons pour bébé. Et puis ensuite, chaque année, il y a une petite redevance de quelques centaines d'euros versée à l'association Origine France Garantie pour qu'elle puisse payer un bureau, un collaborateur. Je vous rassure, moi, je suis bénévole, mais un bureau, un collaborateur ou un collaborateur et demi et organiser quelques événements. Donc il y a un coût, effectivement, mais c'est le coût de l'engagement. Nous avons, nous, un élément qui était notre inquiétude au début. On s'est dit, mais est-ce que ça va marcher ? Alors moi, j'ai tout de suite dit, si ça ne marche pas, c'est que ça ne sert à rien. Vous savez, en France, on crée des trucs, puis quand ça ne marche pas, on se dit, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche ? Ben, je vais vous dire, si ça ne marche pas, c'est que ça ne servait à rien. Ça a marché, et on a un chiffre, qui est un chiffre du fait que ça a marché, que ça sert à quelque chose. Il y a 90% des entreprises qui, au bout de 3 ans, recommencent la démarche, parce que j'ai oublié de vous dire que le label, il est attribué pour 3 ans, qu'il est vérifié chaque année, qu'au bout de 3 ans, il faut recommencer. 90% des entreprises recommencent, repayent, pas à nous, repayent pour faire la démarche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça leur est sans doute utile à quelque chose. Parce que je ne connais pas un chef d'entreprise qui accepterait de repayer une labellisation si ça lui servait à rien. C'est sans doute évidemment pas pour me faire plaisir. D'ailleurs, je n'ai pas forcément de plaisir dans cette affaire ou d'absence de plaisir. C'est parce que c'est utile. Alors après, vous pouvez aussi me poser une question en disant mais ça rapporte combien à l'entreprise ? J'ai des journalistes qui me disent « Comment ? Vous ne savez pas ce que ça rapporte ?» On n'a pas fait d'études très approfondies. On a des gens qui nous disent on estime que l'affichage de l'Origine France Garantie visible, hein, le truc où on en fait vraiment un argument, ça fait 3 à 5% de ventes en plus. Vrai, pas vrai, je n'ai pas les outils pour vérifier. Chaque chef d'entreprise a son expérience. Si vous avez un très mauvais produit, vous avez beau mettre Origine France Garantie, ça ne marche pas. S'il est beaucoup plus cher que le marché, ça ne marche pas. Qu'est-ce que nous disent, pour conclure, les gens de Peugeot Citroën qui ont labellisé des gammes de voitures ? Il y en a combien de labellisés ? 16. Il y a 16 gammes de... 7 ou 16 gammes de voitures labellisées. C'est-à-dire quand vous achetez une Peugeot ou une Citroën, il y en a 16 qui sont Origine France Garantie. Les autres ne le sont pas, puisqu'elles ne sont pas fabriquées en France. Ce qui est d'ailleurs normal, si on veut que Peugeot vende dans le monde entier, il faut bien qu'ils fabriquent aussi ailleurs qu'en France. Il ne faut pas être non plus... faut comprendre ce que sont les marchés. Qu'est-ce que nous disent les gens de Peugeot ? Ils nous disent dans une concession automobile
quand un client hésite entre deux voitures, vous savez, entre les deux dernières là, elles me plaisent les deux, elles sont dans mon portefeuille les deux, mais je ne sais pas laquelle prendre. Eh bien, ce qui fait basculer souvent, très souvent, pratiquement tout le temps, c'est l'Origine France. Le client dit « Ah, elles me plaisent les deux, hein. Ah, mais celle-là, quand même, elle est Origine France, je vais prendre celle-là. » C'est à ça que sert le label. Il ne sert pas à faire vendre quelque chose qui est invendable. Il ne sert pas à justifier l'injustifiable. Il sert à un moment particulier de faire cet élément de bascule vers un produit plutôt qu'un autre. Et c'est pour ça qu'il faut se battre pour que l'origine des produits soit certifiée de la manière la plus sérieuse possible et que le consommateur ne bascule pas vers un produit qu'il pense français s'il ne l'est pas vraiment. J'espère avoir balayé l'ensemble des sujets. Je serai évidemment ravi de répondre aux questions qui se poseront. Je vais laisser la place, madame, à Julia qui va vous dire quelques mots. Et je veux, parce qu'au fond, j'aurais pu ne vous dire que ça, les produits français, il y a ceux qui vous le disent et il y a ceux qui vous le prouvent. Faites confiance à ceux qui vous le prouvent. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, moi je vais rentrer un petit peu dans les choses un petit peu plus précises sur de quelle manière on valide le fait que des produits sont conformes au label Origine France Garantie. Donc je reprécise bien qu'on ne labellise pas une entreprise, mais des produits de l'entreprise. Donc la première chose, c'est que l'entreprise, elle doit choisir quelles sont les gammes de produits qu'elle veut labelliser. D'abord par rapport à sa stratégie commerciale et marketing, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle veut mettre en valeur vis-à-vis de ses clients. Ses clients, ça peut être soit des consommateurs, comme tout un chacun, soit éventuellement aussi d'autres industriels ou des acheteurs publics qui vont acheter des abris de bus, des bus et tout un tas d'équipements pour les hôpitaux, etc. Donc nous, ce qu'on cherche à vérifier et ce qu'on vérifie, c'est tout d'abord quelles sont les étapes de fabrication qui sont réellement faites en France. Si ces étapes de fabrication couvrent l'ensemble du process de l'entreprise, alors le premier critère du label, c'est-à-dire que le produit prend sa caractéristique en France, prend ses fonctionnalités en France, est conforme. Donc par exemple, pour une paire de chaussures, pour faire le parallèle avec le Made in France, si l'industriel importe le dessus de la chaussure, c'est-à-dire ce qu'on appelle la tige, tout ce qui est au-dessus de votre pied et de votre coup de pied et qui remonte sur votre cheville, et qu'en France, il assemble simplement cette tige sur une semelle, votre produit n'est pas éligible au label Origine France Garantie parce qu'il n'a pas pris sa caractéristique essentielle en France. Ça veut dire qu'on n'a pas fait suffisamment d'étapes de transformation en France. Donc si c'est ça, on s'arrête, il reste avec son Made in France, et on ne lui attribue pas le label Origine France Garantie. Ensuite, on va aller vérifier le deuxième critère. Donc, le second critère, c'est le prix de revient de fabrication et à minimum de 50% d'Origine France. Alors nous, on prend en compte dans le label Origine France tout ce qui est matière première et composants. Donc par exemple, pour ma chaussure, je vais prendre le coût du cuir, je vais prendre le coût du fil, je vais prendre le coût des lacets, je vais prendre le coût des œillets, je vais prendre le coût de la semelle, je vais prendre le coût de la semelle intérieure de propreté, etc. Ça, c'est la composition de mon produit. Et donc, pour chacun des éléments, je vais regarder s'il est fabriqué en France, donc il est lui-même français, ou s'il vient d'ailleurs. Et donc là, je vais devoir avoir sur la composition de mon produit, 45% du produit, de la composition, de la valeur de la composition qui est français, et le reste qui ne l'est pas. Et ensuite, je vais intégrer tous les coûts de main-d'œuvre, c'est-à-dire tous les coûts salariaux qui sont nécessaires à la fabrication de la chaussure. Donc découper le cuir, le mettre en forme, le piquer, l'assembler sur la semelle, etc. Et si nécessaire, je vais encore ajouter des coûts indirects de production, parce que pour produire, il faut de l'électricité, pour produire, il faut des personnels en maintenance pour maintenir vos machines, etc. Et donc, tous ces coûts liés à la production, je vais regarder si tout cumulé, on va arriver à minimum 50% d'Origine France. Et la différence avec le 45% du code des douanes du Made in, c'est que sur Origine France Garantie, on n'intègre aucun coût lié au marketing, à la logistique, à la distribution, etc. On se focalise exclusivement sur la production. Et ça, c'est une différence énorme, puisque dans le code des douanes, sur la mention Made in, on calcule la valeur sur le prix départ usine. Donc quand on fait partir un produit d'une usine, le prix qu'on facture, il englobe tous les coûts plus la marge.
Nous, sur Origine France Garantie, on s'arrête au coût de production au sens strict. Donc, on est beaucoup plus sévère que le Made in. Donc, on va aller dans l'entreprise, on va sur tous les sites où on réalise une étape de transformation, ce qui là aussi est contraignant pour l'industriel, mais qui donne la crédibilité au label. C'est-à-dire que si vous faites faire une partie de votre produit à un sous-traitant en France, on va aller chez le sous-traitant, on va vérifier que c'est bien là que c'est réalisé, et ensuite on va venir sur le site suivant où on fait une autre opération, etc. Et une fois qu'on a validé tout ça, on délivre le label Origine France Garantie, on donne à l'entreprise un numéro que vous allez retrouver sous le logo Origine France Garantie, ce qui vous permet, si vous allez sur Internet, de vérifier sur le site de l'association Pro-France qu'effectivement le produit que vous avez acheté est bien labellisé. Donc il y a une totale transparence. Si vous souhaitez vérifier que votre produit est réellement Origine France Garantie, vous pouvez aller jusqu'au bout et voir où il est fabriqué. Et ensuite, tous les ans, on va dans l'entreprise ou les entreprises et on va vérifier que le produit est toujours fabriqué dans les mêmes conditions, avec les mêmes composants et avec les mêmes origines de matière. Ce qui vous garantit sur le long terme qu'effectivement il n'y a pas de dérive et qu'on n'a pas changé quelque chose, on a obtenu le label, puis après hop, on se dépêche d'importer la même chose d'ailleurs. Bonjour, je me permets de vous poser en fait deux questions. Ça m'intéresse à titre professionnel. Alors, vous avez commencé à répondre à une des questions en ce qui concerne la vérification. Donc, vous avez indiqué, parce qu'effectivement, il pourrait y avoir une faille sur le fait de visiter un process et de le certifier, parce que certains pourraient être tentés, effectivement, de contourner pour en retirer un gain en termes marketing. Est-ce que cette visite dont vous avez parlé tous les ans, il y a une traçabilité également ? Et ma deuxième question par rapport à ce que vous avez exposé de façon très explicite sur le contrôle des coûts, du pourcentage, est-ce qu'à l'intérieur de ce coût de production on prend bien en compte la partie conception et développement, à savoir un bureau d'études en France avec tous les coûts que ça peut engendrer? Oui, alors donc effectivement on prend en compte les coûts de R&D, de recherche et développement, conception, test, à hauteur maximum de 10% de la valeur du produit. D'accord. Parce que dans certaines industries, la R&D coûte extrêmement cher, mais ne représente pas forcément de l'ouvraison ou de la transformation. Et ensuite, du coup, elle écrase la partie coût de production si on autorisait à aller jusqu'à 20 ou 30%. Donc la règle dans le label, c'est 10%. Alors c'est vrai, effectivement, il y a des secteurs où la R&D, il y a de la recherche au long terme, au long cours, avec un abandon de certains projets parfois. Mais par contre, dans certains secteurs, la partie développement est incompressible par rapport au produit. Oui, la mise au point du produit avant production. Si vous mettez le doigt sur toute la difficulté qui a été de faire, sur un principe assez simple, la totalité de l'ouvraison en France est 50%, de décliner par branche professionnelle. Parce qu'évidemment, entre les savons de la savonnerie nantaise, les biscuits de la mère Poulard, la Toyota Yaris, les glaces Häagen-Dazs, les planchas Hainaut, alors je vais en oublier qui sont dans la salle, ils vont m'en vouloir. Je veux dire, il y a une telle diversité de process, de production, de type. Nous travaillons beaucoup avec les fédérations professionnelles pour adapter les choses avec les fédérations aux caractéristiques des métiers, sans jamais dévoyer ce qui est pour nous l'essentiel, c'est que le consommateur doit ne pas être piégé. Je vous donne un exemple. Sur l'agroalimentaire, on a ajouté un troisième critère, qui est la matière première principale. Parce que vous pourriez avoir un yaourt qui soit devenu yaourt en France, mais parce que dedans, il a des fruits très chers, qui soit à 50% parce que les fruits le feraient et dont le lait ne serait pas français. Et donc évidemment le consommateur il ne comprendrait pas qu'un yaourt soit Origine France Garantie si le lait n'est pas français. Donc nous avons ajouté, avec une grande difficulté des entreprises agroalimentaires qui nous sont tombées dessus en disant vous allez tous nous perdre, mais nous avons ajouté la matière première principale. On a eu un débat avec les huiles d'olive par exemple, avec des gens qui faisaient des huiles d'olive aromatisées en Provence, qui avaient 80% des huiles qui venaient de France, mais 20% qui venaient de Grèce, qui ne savaient pas nous dire dans une bouteille si c'était de l'huile française ou de l'huile grecque. Eh bien, on n'a pas pris, parce qu'on a dit que le consommateur, le jour où il aurait une bouteille d'huile
d'olive faite en Provence, aromatisée, origine France garantie, si elle venait de Grèce et si jamais il y avait je ne sais quoi, un problème, un virus, une maladie et que ça se sache, le label il est mort. Et donc nous, on est une certification d'origine la plus fiable au monde, la plus fiable possible. C'est pour ça, sans répondre précisément à vos questions, mais qu'on a des débats branche professionnelle par branche professionnelle pour caler les choses, parce qu'on essaie d'être pragmatique et de ne pas faire que personne ne puisse rentrer, mais de caler les choses sans jamais dévoyer le sérieux et la sécurité qu'apporte le label. Avec le textile, on a beaucoup travaillé. Vous êtes les premiers, puisque Jacques Martin Lalande, qui est très impliqué dans les fédérations du textile, est vice-président de l'association. Et là, on a défini vraiment des choses qui, je crois, satisfont pleinement les entreprises du textile qui jouent le jeu de tout le process en France. Donc, parce qu'effectivement, il y a des petits soucis. Ce sont des questions à approfondir peut-être hors conférence. Mais c'est vrai que, par exemple, pour le secteur du textile, la problématique, c'est l'origine du fil. Exactement. Mais là, c'est défini effectivement dans une annexe spécifique. Voilà, je pourrais vous expliquer le détail. Effectivement, le label a un référentiel global et des annexes par profession. D'accord. Voilà. Donc on a beaucoup travaillé. Alors, on va pas vous donner la réponse spécifique là-dessus, mais avec un souci qui est le souci que de l'autre côté, celui qui achète, il est jamais le sentiment de se faire avoir et de dire on m'a raconté un truc, mais c'est pas vrai. Parce que moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que les marques, d'autant plus celles qui font de l'origine française leur élément marketing, si jamais le consommateur, à un moment ou à un autre, découvre que c'est pas vrai, la marque, elle est morte. Hein, si vous avez fait une marque en disant « je suis le bonnet français », et que le bonnet français, on s'aperçoit qu'à un moment, il est en partie fait en Tunisie, puis qu'il est fini en France, et que la teinture en Tunisie, elle vous donne une maladie de tête qui vous fait gratter, et qu'il y a un scandale qui serait là-dessus, votre marque, elle est morte. Donc c'est pour ça que d'ailleurs des gens comme le slip français rentrent dans le process Origine France Garantie, parce qu'ils commencent à avoir des concurrents qui apparaissent, qui vont fabriquer on ne sait pas où, qui mettent produits français, sans que ce soit vérifié par personne, qui vendent de ce fait moins cher, parce qu'ils vont fabriquer loin, pas assez moins cher, mais quand même moins cher. Et il y a des gens qui disent « Ah bah j'achète le slip français, mais je trouve des produits qui me disent qu'ils sont français, qui sont un peu moins chers. Je comprends pas. » Ben voilà, c'est parce qu'il y a de la fraude ou de la fraude, et moi je regrette une chose, c'est qu'il n'y ait pas plus de contrôle, et si je peux être entendu au-delà de cette salle, il faut qu'il y ait des contrôles sur les fraudes aux origines. Il faut que quelqu'un qui met sur son produit un drapeau bleu, blanc, rouge, un Made in France, un fabriqué en France, soit contrôlé. Et je le dis aux chefs d'entreprise, n'hésitez pas à nous faire savoir, à nous faire connaître ceux sur lesquels vous avez des doutes, parce que moi je monterai au créneau pour demander à ce qu'il y ait des contrôles. Parce que quand on affirme quelque chose qui a de la valeur, c'est-à-dire quand on affirme qu'on a un produit français, ça a de la valeur en France et ça a de la valeur à l'export, eh bien il faut qu'on soit contrôlé. Il n'y a pas besoin de lois, elles existent. Il y a besoin de les appliquer et il y a besoin de contrôler. Donc moi, un des combats de l'association, c'est de faire en sorte qu'il y ait une lutte implacable contre le vrai faux Made in France qui envahit nos rayons. Voilà. Et de dire aux chefs d'entreprise qui sont de bonne foi et qui font du fabriqué en France de bonne foi, eh bien allez plus loin, prouvez-le, comme ça vous ne serez pas susceptible d'être concurrencé par les vrais faux. C'est ça notre combat. Et ce n'est pas un combat d'intérêt personnel. Je n'ai, à titre personnel, au-delà de la satisfaction de voir avancer le schmilblick, rien à gagner. Ce n'est pas un combat de lucratif, puisque l'association, je le rappelle, mais c'est important de le dire, ne gagne pas d'argent. C'est un combat d'utilité générale. C'est un combat de protection de nos savoir-faire, c'est un combat de défense de la marque France, c'est un combat qui vise à préserver nos savoir-faire. Donc suite à chaque audit, effectivement, il y a bien une traçabilité avec un rapport d'audit et vous avez une attestation de conformité qui définit quelles sont les gammes qu'on aura validées. Ce contrôle, il est planifié avec vous parce qu'il faut qu'on ait à disposition dans l'entreprise des gens susceptibles de nous répondre, notamment au niveau de la comptabilité et du contrôle de gestion. C'est pas un contrôle surprise, mais moi je vois des chefs d'entreprise qui sont venus fanfaronnant en me disant « Oh, il n'y a pas de problème, puis Veritas, on les connaît, il n'y a pas de souci. Hein. » Puis alors vous avez après deux catégories, ceux qui se mettent à suer en disant « Je vais peut-être pas être aux 50% alors que j'étais persuadé de l'être. » Il y a d'ailleurs eu quelques réponses vertueuses. On parle beaucoup des chocobéennes actuellement, qui défraient l'actualité, qui vont être achetés par des Turcs. Ils sont Origine France Garantie. Peu importe l'actionnaire, ils sont Origine France Garantie. Ils ont deux types de produits, les chocobéennes au chocolat, les chocobéennes à la pulpe de fraise. Le chocolat, ça passait largement les 50%, la pulpe de fraise, on n'y arrivait pas. On leur a dit qu'il faut renoncer pour la pulpe de fraise à Origine France Garantie. Ils ont dit non, on va trouver un producteur de pulpe de fraise en France.
et on va de là passer les 50% pour la pulpe de fraise, ben je pense que celui qui ne sait pas pourquoi il a eu le marché des chocobènes de la pulpe de fraise, il ne sait pas que c'était juste pour respecter nos critères sur ce sujet. Ça peut aussi recréer des cercles vertueux dans l'entreprise. Ça peut aussi inciter des entrepreneurs à aller rechercher des fournisseurs. Il y a un élément qu'on n'a pas évoqué, je vous donne la parole, c'est que nous avons aussi créé le lieu de ressources des produits français. Sur originefrancegarantie.fr, vous voulez acheter n'importe quoi, vous voulez être sûr que c'est français, vous tapez le mot-clé, vous avez la fiche qui remonte. On a créé le grand catalogue des produits français. Et entre chefs d'entreprise, eh bien on s'aperçoit qu'il y a du business qui se fait, qu'il y a tel fabricant de jeans qui est ici, qui est Origine France Garantie, qui va chercher pour fabriquer une partie de ces jeans des autres producteurs Origine France Garantie. Et qu'au fond, on est en train de créer le syndicat de ceux qui produisent en France. Et qui a un effet aussi. Il y a ici des représentants de l'association des acheteurs publics. Quelquefois, l'acheteur public, il dit je voudrais lancer des appels d'offres, je ne sais pas forcément quoi. En allant sur originefrancegarantie.fr, vous voulez acheter des t-shirts, bah vous tapez t-shirt et vous avez les producteurs de t-shirts Origine France Garantie. Ça vous donne un accès à une information importante. Donc vous voyez, il y a de l'utilité, je crois, dans ce débat pour serrer les coudes dans des moments économiques compliqués. Monsieur. Moi, j'ai tenté d'obtenir cette certification parce que j'y crois beaucoup. Moi, 100% de mes produits, je suis le seul maintenant, je suis gamiste extrudeur, je fais du PVC pour les fenêtres, entre autres, et qui est 100% fabriqué dans le Doubs. Et on a été obligé d'arrêter en route, tout simplement parce qu'il y a des matières premières qui ne sont pas faites en France, qui ne sont pas trouvables en France, etc. Donc, alors dans le business to business, c'est vrai que c'est moins gênant, mais je dis frustré parce que moi, j'aurais bien aimé pouvoir l'afficher, parce que fier d'eux, et j'ai pas pu le faire. J'ai pas pu le faire pour cette raison-là. Il y a un débat, c'est quand on trouve pas la matière en France, qu'est-ce qu'on fait? Ça rentre dans les 50% ou pas? Donc on est en train d'avancer. D'accord. Merci. Avec les professionnels, avec un souci que je veux que vous partagiez, c'est qu'on ne veut pas dévoyer le label. Donc il faut qu'on reste crédible, mais on est en train d'avancer. Je pense qu'on vous proposera assez vite des solutions pour qu'effectivement, quand vous ne trouvez pas la matière première en France, vous ne soyez pas automatiquement exclu du produit si cette matière est pour vous une matière absolument fondatrice de votre savoir-faire. On est en train de travailler sur ce sujet. On n'a pas trouvé encore la totalement bonne solution, mais il faut qu'on soit intelligent. Mais le souci, c'est que le consommateur ne se sente jamais trompé et que quand il regarde les trucs... Alors quand je dis le consommateur, ça peut être aussi en B2B. Hein. La moitié des entreprises qui sont labellisées sont en B2C, c'est-à-dire qu'elles vendent aux consommateurs. La moitié sont en B2B, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui ne vendent pas au grand public. Ce qui prouve d'ailleurs que le label, il n'est pas seulement utile pour le consommateur que nous sommes, il est utile pour l'acheteur, quel qu'il soit. Et que quand une grande entreprise qui fabrique des fibres optiques nous dit « mais moi, quand je réponds à un appel d'offres d'Orange pour lui vendre la fibre optique, le fait de mettre dans mon cahier le certificat Veritas Origine France Garantie, c'est un plus », même si ce n'est pas forcément un critère, mais c'est un plus, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Mais on est en train d'y travailler. Il y avait monsieur. J'ai deux petites questions. La première concerne votre réflexion par rapport à l'artisanat le plus modeste et l'industrie la plus complexe. Est-ce que vous analysez ces deux différences de la même manière? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, pouvez-vous nous dire pourquoi politiquement, c'est si difficile de faire adopter un label unique? J'imagine que vous n'êtes pas les seuls à réfléchir là-dessus. En campagne électorale, tout le monde s'en empare et pourtant, on se rend bien compte que ce n'est pas évident. Merci. Alors, sur la première question, oui, notre approche est différente. Notre plus petite entreprise Origine France Garantie, c'est une dame dont j'ai oublié le nom, qui est à Castres, dans le sud-ouest, qui fabrique des chaussons pour bébés dans son garage et qui a fait elle-même la démarche pour devenir Origine France Garantie. Elle a dû payer l'audit le moins cher, ça doit être quelques centaines d'euros, 800 €, je crois. Sur ça, elle doit verser à l'association 20 € par an de redevance. Et puis, nos plus grandes entreprises, je parlais de PSA et autres, qui sont... Bon. Mais au fond, on s'aperçoit que peut-être pour des raisons différentes, toutes ces entreprises, de la plus petite à la plus grande, au fond, la même utilité, que ça leur sert de la même manière. Donc, l'idée du label universel, je crois qu'on l'a synthétisé. On est vraiment un produit universel. Et moi, mon rêve, je vais vous dire à cette occasion, quel serait mon rêve? I have a dream, comme disaient nos amis américains.
mon rêve, ce serait qu'un jour, les gens se disent « Tiens, ce produit, il n'est pas origine France garantie, c'est bizarre, il ne doit pas être français. » Non pas qu'on se dise celui qui l'est, je suis sûr qu'il est français, celui qui l'est pas, c'est bizarre, il ne doit pas l'être. Voilà. Parce que c'est là où on aurait piégé tous ceux qui font du vrai faux produit français. Sur la deuxième partie politique, ça pourrait ouvrir un long débat. Pourquoi ça avance pas plus vite ? D'abord parce qu'il faut dire les choses, et je suis plutôt, n'étant candidat à rien, capable de dire les choses avec une forme de liberté quelquefois un peu brutale. C'est qu'il y a une partie du patronat français qui n'en veut pas. Il y a une partie... Si je n'ai pas été invité, alors que j'ai fait la demande à multiples reprises aux universités d'été du MEDEF pour parler d'origine France garantie, c'est parce que le fait qu'on révèle les process de fabrication gêne une partie des équilibres qui se sont créés de façon ou malveillante ou parce que pragmatique sur des produits qui... Parce que j'ai eu de nombreux débats avec une partie des chefs d'entreprise, pas tous heureusement, mais qui disent le bon modèle, vous savez, c'est Apple. Design in California et fabriqué en Chine. Alors on peut avoir ce débat-là. Moi je pense que c'est un modèle qui a des limites. Pourquoi ? Parce que Huawei aujourd'hui design aussi bien qu'Apple et que les ouvriers chinois qui savent faire des téléphones de qualité pour Apple, demain les feront de la même manière pour Huawei et Huawei aura les designers qui en feront aussi des téléphones de qualité et qu'un jour ce sera design in China and fabriqué in China. Pourquoi pas ? Ça ne me choque pas. Mais si on abandonne les savoir-faire et si une nation abandonne ses savoir-faire sous ce prétexte-là, elle risque de se retrouver un matin bien dépourvue lorsque l'hiver fut venu. Et vous savez qu'on fait tandem souvent avec Arnaud Montebourg, on ne partage pas grand-chose politiquement, mais au fond on fait tandem parce que je pense qu'on a été dans les premiers à dire au moins les choses, à porter au moins le discours. Et que souvent en politique, il faut d'abord le dire, il faut que l'opinion publique s'en empare pour que le politique se dise, il faudrait qu'on s'y mette. Nous avons organisé avec l'association les assises du produire en France à Reims, auxquelles vous êtes invités l'année prochaine, le 14 et le 15 septembre. Le grand rendez-vous du produire en France. Eh bien, lors de ces assises, tous les candidats à la présidentielle sont venus et nous ont tous dit la main sur le cœur, vous avez raison, c'est le bon combat, et continuez, on vous aidera. Et puis quand on demande au nom de l'association, dans les gouvernements, de gauche comme de droite, 3 francs 6 sous pour faire la promotion du label, on ne nous répond pas ou on nous explique au bout d'un an et demi que c'est vraiment pas possible. Alors qu'il y a dans des fonds de soutien et de promotion du textile ou bien d'autres domaines des sommes colossales d'argent qui dorment, qui ne sont jamais utilisées pour promouvoir rien. Et qu'au fond, s'il y avait un peu de volonté politique, on pourrait dire tiens, il y a un label qui n'est pas de but lucratif, qui est d'intérêt général, on va l'aider à se faire connaître. Bon, oui, c'est difficile. Oui, je pense qu'on est dans un monde où le paradigme de la mondialisation a créé des habitudes, a créé des systèmes, a créé des rentabilités, et que le monde qui change n'est pas encore pris en compte. Mais ceux qui ont le pouvoir, monsieur, ce sont vous, c'est les citoyens. Parce qu'on vote avec sa carte bleue, parce que quand on va exiger à son commerçant de connaître l'origine du produit, parce que quand on va saisir les associations de consommateurs ou l'association pour dire ça c'est du vrai faux français, eh bien on fait bouger le système. Et que dans toutes les études que nous avons depuis 5 ans, que l'association existe, pas à cause de l'association, mais à cause de l'opinion, on voit que la demande de transparence et de traçabilité monte, elle monte, elle monte, elle monte. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des entreprises qui nous rejoignent. Hein. Il y a des entreprises qui ne voulaient pas, qui viennent chez nous, qui disent bon, au début on ne savait pas à quoi ça pouvait nous servir, maintenant on a bien compris à quoi ça nous sert. Donc la demande elle monte, elle progresse du consommateur et je crois qu'il y a là, il faut secouer le politique pour que ce soit un sujet. Moi j'espère que dans la campagne, quand chaque camp aura choisi ses champions, eh bien, on pourra remettre sur la table l'idée de dire c'est un sujet majeur. Je plaide d'ailleurs, je profite, pour qu'on crée un crédit impôt production, comme il y a le crédit impôt recherche. Le crédit impôt recherche, c'est simple, c'est dit toute entreprise qui fait de la recherche en France a un crédit d'impôt. Eh bien moi je veux qu'on dise toute entreprise qui produit en France a un crédit d'impôt. Qu'elle soit française, qu'elle soit pas française, si elle produit en France, elle a un crédit d'impôt. Si elle va produire ailleurs, c'est sa liberté, je suis pour un monde ouvert, mais elle n'a pas de crédit d'impôt, elle assume ses coûts. Voilà des mesures qui peuvent être des mesures tout à fait porteuses, pragmatiques, qui ne mettraient pas à mal les choses et qui pourraient relancer la machine. C'est un combat compliqué, c'est un combat sur lequel on a besoin des entreprises, de l'opinion publique, des journalistes, de la presse, de tous les acteurs. Et c'est pour ça que je dis, venez nous rejoindre
pas moi. Venez rejoindre les chefs d'entreprise, créons cette cohorte, ce syndicat du Made in France, battons-nous ensemble pour dire nous, on est des gens sérieux, éliminons ceux qui font du vrai faux Made in France ou des labels ridicules qui n'ont aucun sens, qui disent « a vu un Français une fois dans sa vie », pour faire quelque chose de sérieux, pour se battre, pour faire avancer cette cause, parce que ça vaut le coup, parce que derrière, au-delà des entreprises, c'est notre pays, c'est nos emplois. Le meilleur slogan, et ce sera peut-être mon mot de conclusion avant que tout le monde ne soit mort, le meilleur slogan, c'était les chambres de commerce françaises en 1993, nos emplettes sont nos emplois. Ben, je crois qu'on n'a pas trouvé mieux, et j'aspire à ce que les chambres de commerce recommencent et peut-être refinancent une campagne qui pourrait dire la même chose sur ce sujet. Vous voyez, c'est un débat tout à fait puissant. Les visiteurs du salon du Made in France en sont évidemment les premiers concernés, j'imagine les premiers qui sont tout à fait mobilisés. J'aimerais qu'on aille, qu'on progresse. Je vois que d'année en année, ça progresse et il faut que vous nous aidiez à le faire. Et je ne terminerai que dans une emphase qui vous réchauffera en vous disant « Vive la France !» Luc Le Sénécal, Tricot Saint-James, où les marinières et les pulls sont fabriqués en Normandie. J'ai deux remarques et 2 questions. La première, on ne peut que vous féliciter pour votre démarche politique depuis les 5 dernières années. Mais est-ce que, pour aller dans votre sens du rêve américain, est-ce que la solution politique n'aurait pas été d'imposer en France, comme le font nos amis américains, l'obligation d'étiquetage de l'origine? Parce que quand vous vendez aux États-Unis, l'origine du produit, qu'il soit chinois, français, espagnol, il y a une obligation d'étiquetage et il y a quand même une volonté politique de ne pas le mettre en France. Deuxième remarque. Vous avez sans doute lu mon rapport, non, sans doute pas, mais d'ailleurs, je ne veux vraiment pas vous en vouloir, mais ça faisait partie des propositions. Nous sommes en Europe, il n'y a que l'Europe qui peut imposer l'obligation d'origine. Elle l'a fait sur les fruits et légumes, oui. Elle l'a fait sur les médicaments, elle l'a fait sur les huiles d'olive, ça avance beaucoup trop lentement. Il faudrait que l'Europe révise le code douanier pour lui mettre plus d'exigences et impose l'origine. Mais alors il y a un débat en Europe entre les européanistes... Les Italiens et les Français. Oui, mais pas que. Les Italiens font tout en Bulgarie, ça sort des usines bulgares, c'est marqué Made in Italy, ça ne repasse pas en Italie et c'est vendu sur tous les marchés. Je vous donne toutes les preuves de toutes les grandes marques de ce sujet. Voilà. Vous allez à la sortie des usines de Bulgarie, le produit sort avec une grande marque italienne, il y a marqué Made in Italy et ça ne repasse jamais en Italie et ça n'est contrôlé que très rarement. C'est un peu contrôlé, mais très rarement sur cette question. Mais ça ne veut pas dire que ça l'est pas, mais très rarement. Non, le débat en Europe, c'est entre les européanistes qui disent mais les nations n'existent plus, donc il faut un Made in Europe. Et ceux qui disent mais attendez, le Made in Europe, il n'a pas de consistance, il n'a pas d'affect. Donc d'abord créez-le. Mais les Made in de pays sont beaucoup plus puissants. Voilà, ils ont de l'affect. Donc il y a un vrai débat. Oui, il faudrait faire comme aux États-Unis. Oui, il faudrait un code douanier plus exigeant. Oui, il faudrait plus de contrôle. Pour l'instant, ce qu'on s'est dit et ce que je me suis dit, c'est que comme ça n'existe pas, on va essayer de faire quelque chose de différent pour quand même agir. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une deuxième action? Vous parliez des marchés publics. Le critère fabriqué en France est quand même excessivement faible dans les appels d'offres par rapport aux critères prix, qualité, etc. Non, je pense qu'il faut faire des progrès. Ça, c'est déjà des solutions plus économiques. Et que les progrès, et je laisse le président, mais je vous aurais dit mon opinion, les progrès, c'est d'abord de sensibiliser les acheteurs publics au patriotisme économique, parce qu'au fond, les Allemands ont à peu près les mêmes règles que nous, mais comme au fond de lui, l'acheteur public allemand, il est un peu plus patriote, ça va un peu mieux. Et puis deuxièmement, il y a peut-être des évolutions à faire, mais tout ce qui est restrictif sur une origine nationale, évidemment, vous prive aussi de la capacité d'échanger dans les grands marchés. C'est sûr que la commande publique est soumise à 3 grands principes. Et ces 3 grands principes affirment l'interdiction de préférences géographiques. C'est la traduction des directives européennes dans le dernier décret, qui est un décret de mars 2015. Depuis des dizaines et des dizaines d'années, on a l'interdiction de préférences géographiques dans n'importe quel achat public. Et si je suis là aujourd'hui, c'est d'une part à titre personnel, mais aussi au titre de l'association, pour voir dans quelle mesure nous pourrions influer. Non pas, je ne pense pas sur les directives européennes, mais peut-être sur comment créer des passerelles entre le label et la commande publique. Moi j'ai une idée, on va ouvrir un débat entre nous, qui serait de dire pas de préférence géographique, ça c'est la liberté et ça préserve nos entreprises à l'export, mais
ce que j'appelle la clause d'origine. Une entreprise qui me vend un produit doit me dire où est fabriqué le produit qu'elle me vend. Peu importe où il soit fabriqué, elle doit me le dire. Parce que très souvent, je le vois chez les acheteurs publics à l'échelon d'une petite commune, on achète des produits sous une marque française et on découvre, une fois qu'on les a achetés, qu'ayant été fabriqués dans des pays low cost, ils n'ont pas forcément la qualité voulue, ils n'ont pas forcément les éléments. Donc je pense qu'on pourrait peut-être rentrer par un critère, disons, de traçabilité. On n'en fait pas un élément du choix, mais celui qui ne nous dit pas d'où ça vient, il ne peut pas postuler. Vous voyez déjà, ce serait déjà une marge de progrès par rapport à notre combat, qui pourrait dire, voilà, vous voulez me vendre quelque chose, dites-moi où c'est fabriqué. Ah, c'est fabriqué au Bamboutistan, bon, d'accord, ça se veut de haute technologie. Bon, ouais, je pense qu'il faut qu'on trouve quelque chose, qu'on travaille sur ce sujet. Alors après, il y a évidemment ceux qui vous disent politiquement, il suffit de faire sauter cette clause. Mais si on fait sauter cette clause, on ne vendra plus rien aux autres. Le protectionnisme n'est pas une perspective. La perspective, c'est la traçabilité et le patriotisme. Oui. Il y a sans doute aussi d'autres possibilités qui sont, entre autres, des possibilités d'allotissement des marchés publics, d'avoir des lots, par exemple un lot bio, ou d'avoir des lots sur des circuits courts pour l'approvisionnement des cantines scolaires. Il y a à travailler là-dessus, mais jusqu'à présent, les acheteurs publics ont peut-être eu aussi un peu peur de générer de la jurisprudence, puisque là on rentre dans le délit de favoritisme, qui est 2 ans de prison et 200 000 € d'amende, je crois. La première question, vous avez dit que l'Origine France Garantie était un label, une certification multisectorielle. Vous avez dit que c'était le seul. Non, il y a un label qui est quand même un label d'État multisectoriel, 1200 entreprises en France. C'est le label EPV, qui est un label d'État. Pardon, monsieur, vous faites une confusion. EPV labellise des entreprises, oui, pas des produits. Oui, mais c'est un label d'État qui certifie une entreprise. Il vient de l'entreprise. Non, monsieur, pardon. J'ai voté la loi Dutreil. C'est pas une certification produit, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai voté la loi Dutreil qui a créé le label EPV. Oui. Donc j'en suis le père aussi. Voilà. Alors, sur ce sujet, le label entreprise du patrimoine vivant était effectivement délivré par l'État. Donc lui, il n'a pas coûté 0 sous d'argent public, il est délivré par l'État. C'est un très bon label qui valide des savoir-faire, mais qui valide des entreprises. Oui. Et il y a des entreprises EPV qui délocalisent leur production. Il existe des produits EPV qui portent le label entreprise du patrimoine vivant qui ne sont plus fabriqués en France, dont certains sont d'ailleurs totalement fabriqués, notamment dans la maroquinerie, ailleurs. C'est pas, je ne critique pas. Le label entreprise du patrimoine vivant a une vertu, il labellise une histoire, un savoir-faire, des connaissances. C'est très utile. Mais nous sommes le seul label de certification d'origine des produits, pas des entreprises. Oui. Non, mais bon, donc nous sommes le seul label de certification d'origine des produits. Il y a des labels qui certifient des entreprises, qui disent cette entreprise, elle est éthique, cette entreprise, elle est dans notre patrimoine, ça existe, mais c'est pas la certification d'un produit. C'est important à dire, parce que très souvent, il y a des gens qui disent, vous comprenez, je suis entreprise du patrimoine vivant. Alors il y a évidemment beaucoup qui sont d'ailleurs les deux aujourd'hui. Ici, il y a des entreprises qui sont à la fois, mais Origine France Garantie et entreprise du patrimoine vivant, ça va bien ensemble, ça se marie bien. Mais nous ne labellisons pas l'entreprise, on part du produit. Voilà. Oui, non, mais je connais. Non, mais je pense qu'il faut être précis parce que c'est compliqué et que j'ai déjà eu des débats avec des gens du label EPV qui me disent le label EPV il est gratuit. Vous savez, c'est comme quand un certain président de la République disait dans un débat à la télévision, ça coûte rien, c'est l'État qui paye. Bon, excusez-moi, on peut avoir ce débat, mais il n'y a rien de gratuit dans la vie. C'est pas parce que ce label est gratuit, il y a un audit, et avoir une certification EPV, c'est il n'y a pas d'audit, monsieur. Il y a une administration qui vient. Monsieur. Non, mais c'est pas un audit d'un organisme indépendant. Écoutez, là, vous insultez les 1200 entreprises du patrimoine vivant, monsieur. Monsieur, j'insulte. C'est bizarre, dans ce pays. Vous sous-entendez que le label EPV, il suffit de le demander, de le réclamer au ministère. Mais bien sûr que non, parce que c'est gratuit. Je vous dis, il n'est pas payant au titre que l'entreprise ne paye pas, elle le paye avec ses impôts. Oui, sous-entendu que tout le monde peut l'avoir. Mais je pense que c'est pas... Attendez, monsieur Saint-James, j'ai pas dit ça. Je vous dis... J'ai beaucoup de respect pour EPV, je vais même rentrer au conseil d'administration d'EPV, donc ne caricaturez pas les choses. Je vous dis simplement que ce n'est pas audité par un organisme
indépendant, c'est organisé, audité par un service de l'État, par une direction administrative de l'État. Par des experts. Dans lesquels... Non, par d'une direction administrative de l'État des territoires dans lesquels j'ai le plus grand respect, qui font très bien leur travail, qui ne viennent pas vérifier si les produits sont fabriqués en France, qui vient vérifier si l'entreprise est une entreprise de tradition et de savoir-faire. C'est quand même, on va pas se faire une guerre sur un truc qui n'a pas de raison de l'être, c'est complémentaire. On ne parle pas de la même chose. C'est exactement ce que je voulais que et je n'insulte personne. Mais moi non plus. Parce que je peux vous dire, si un jour je vais insulter quelqu'un, vous allez voir, ça va chauffer, je sais faire. Mais là, je vous promets que je n'insulte pas. Mais je pense que si on n'est pas pédagogue, si on crée de la confusion, si on mélange toujours tout et qu'on explique aux Français que tout est dans tout et que tout est défait, on n'y arrive pas. Donc, je veux juste vous confirmer, pour que vous l'ayez bien à l'esprit, que vous soyez le porteur, qu'Origine France Garantie est aujourd'hui le seul outil de certification d'origine universelle des produits. Voilà. Et ça, on aura... Mais tout à fait d'accord. Et c'est pas une gloire, c'est pas un titre olympique, c'est juste la vérité. Voilà. Et ça n'enlève rien à EPV. Et j'attends avec impatience d'être intégré au conseil d'administration d'EPV pour qu'on puisse cheminer de conserve, comme on dit, et dire que les savoir-faire français s'incarnent par des produits Origine France Garantie. Voilà, ça me semble le bon discours. Et ma deuxième question, est-ce que la limite d'une certification produit, par exemple, vous avez sur le salon eu au moins une entreprise qui a que 30% de sa gamme qui est certifiée Origine France Garantie. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre la marque et le produit ? C'est possible. C'est possible qu'une entreprise qui ait un seul produit Origine France Garantie, si elle voulait créer de la confusion sur ce sujet. Ça s'est passé avec un fabricant de lunettes qui n'avait qu'une gamme Origine France Garantie et qui a posé le label sur toutes ses publicités. Eh bien, il n'est plus Origine France Garantie. Et on l'a sorti en faisant savoir haut et clair qu'il n'était pas honnête avec le consommateur. Voilà. Donc, ceux qui veulent Origine France Garantie en se disant « Je fabrique 2000 produits, puis j'en ai juste un que je fabrique en France, il va être Origine France Garantie, mais je vais m'emparer du label pour le mettre sur tous mes produits », on le sortira. Et quand on va, vous voyez, sur un produit Origine France Garantie, comme ma veste Smuggler, il y a le numéro du bureau de vérification. Eh bien, ce numéro, il vous renvoie au site internet qui vous décrit le produit labellisé. Et nous allons rentrer prochainement dans la modernité puisqu'on va être le premier label certifié blockchain. Vous savez, la blockchain qui est cet outil de certification. Et ça veut dire que vous pourrez, juste en tapant le numéro sur une application, avoir la fiche du produit qui sort. Si vous tapez le numéro d'une gamme de lunettes et que vous avez un sac à main qui sort, vous vous dites que là vous vous faites avoir, ce sera une fraude manifeste et on contrôlera. Donc il y avait ce risque, hein, on l'a vécu, on a sorti des gens, on sera très exigeant. Nous certifions des produits et quand vous achetez, si vous voyez le label sans le numéro de certificat, sans le numéro qui est dessous, vous irez voir sur les labels, ça veut dire que c'est quelqu'un qui essaye de frauder. Il faut qu'il y ait le numéro de certificat, parce que ça vous permet de vérifier sur la fiche que ce soit bien le produit qui soit certifié sur ce sujet-là. Voilà, il y a ce risque. Moi, je voudrais vous dire une chose, monsieur. Venez avec nous. Non mais c'est pas mais plus il y aura de chefs d'entreprise qui prendront le chose, plus les remarques que vous faites fort juste, on pourra essayer de les traiter ensemble. Plus on pourra avancer ensemble, plus on pourra cheminer avec tous ceux qui défendent ces savoir-faire, qui défendent d'abord l'histoire de nos produits, mais aussi la vérité des produits d'aujourd'hui, qu'ils le font sans être des ayatollahs, en comprenant parfaitement que dans une même entreprise, on peut fabriquer des produits en France et d'autres pas. Il y a Aigle qui est ici. Je leur ai remis le label pour leurs bottes. Ils vendent dans toute l'Asie, ils ont 700 boutiques, ils fabriquent des vêtements. Les vêtements ne sont pas Origine France Garantie. Ça les aide à de maintenir leur savoir-faire en France. Leur modèle est vertueux. Je n'ai aucun souci avec ça. Il ne s'agit pas de les culpabiliser de fabriquer ailleurs. Il s'agit de dire simplement, les savoir-faire français, les produits ont dit la vérité. Et avec ça, si on porte quelque chose qui est un peu plus puissant, tant mieux. Peugeot, il a 16 gammes de produits Origine France Garantie. Les autres ne le sont pas. Heureusement que Peugeot fabrique en dehors de nos frontières. Heureusement que Peugeot vend en dehors de nos françaises parce qu'ils portent la marque. Et c'est sans doute une entreprise du patrimoine aussi, Peugeot. Mais on ne peut plus se dire que sur le produit, le consommateur, il peut se faire avoir. Et les marques qui se laisseraient aller, vous savez, on parle de Egg, il y a une autre grande marque qui a un nom d'animal à bosse, de botte. Vous savez, la botte qui a un nom d'animal à bosse. Le chameau. Je ne l'ai pas dit, moi.
Le chameau, tout le monde se dit une botte le chameau, c'est français. Ben, aujourd'hui, c'est 100% fabriqué au Maroc. Oui. Eh bien, je pense que... Avec des actionnaires anglais. Et avec des actionnaires anglais. Voilà. Il y a une marque vertueuse, puisqu'on se donne des exemples. Lacoste, grande marque française, qui a des actionnaires suisses qui fabriquent dans le monde entier, qui vendent dans le monde entier. Vous achetez un produit Lacoste, il y a l'origine du produit, où qu'il soit fabriqué dans le monde. Où qu'il soit fabriqué dans le monde, il y a Lacoste, Made in Vietnam, Made in Thaïlande. Il n'y a aucune ambiguïté. Et ils vont rentrer chez Origine France Garantie pour une partie de leurs produits. Voilà une entreprise vertueuse. Entreprise française qui brille dans le monde entier, savoir-faire. Entreprise internationale qui fabrique dans le monde entier, mais qui dit la vérité aux consommateurs. Et quand vous achetez un polo Lacoste, s'il y a marqué Made in Vietnam, vous le savez, vous arbitrez en fonction de ce choix. Je crois que c'est ça le bon modèle. Je voudrais convaincre tout le monde que c'est le bon modèle. Et que ça n'empêche pas les entreprises de se développer, que ça ne leur empêche pas de fabriquer aussi ailleurs à moindre coût et d'inonder les marchés internationaux. Ça garde simplement la vérité aux consommateurs. Et c'est ce monde-là qui est celui de la transparence dans lequel on va rentrer. Et les outils comme la blockchain vont être redoutables parce que celui qui voudra faire semblant de toute façon, il se fera piéger sur cette affaire et je crois qu'on est en anticipation là-dessus. Vous avez compris que j'étais convaincu que j'avais raison, mais alors sinon si je n'étais pas moi, qui voulez-vous qu'il le fût, qu'au fond on avait beaucoup travaillé avec des gens qui sont venus pour certains un peu à reculons sans savoir et que moi je souhaite que vous veniez, que tout le monde vienne, qu'on travaille ensemble, que quand il se pose une question on la résolve ensemble parce que c'est un combat commun et qu'on n'a pas d'ennemis. Voilà, Origine France Garantie n'a pas d'ennemis. Origine France Garantie voudrait juste rassembler ceux qui y croient encore, et moi j'y crois encore. Je vous remercie de vos réponses. Merci. Madame. Bien, je suis contente d'être la dernière parce que je suis arrivée de Perpignan pour vous voir. Donc c'est important qu'on puisse discuter sur ce point, le label, qui non seulement sur les produits, il y a les matières premières, il y a le savoir-faire, il y a beaucoup de choses dans un produit. Et quand on dit un produit français, il faut qu'il ait les produits français, la fabrication française. Coupez-moi si vous voulez, hein, mais moi, c'est mon objectif. Donc, un produit de qualité française, c'est un produit qui est entièrement français. Alors, je suis Shirley Tiffen, j'ai la revue Agro-Première, j'ai la revue Flaveur du Monde et la revue Hobby International. Il y a la réglementation... C'était la petite page de publicité, c'est ça? Non, pas du tout. Non, c'est sincère. Hein. J'ai la réglementation internationale, l'analyse sensorielle sur les produits français. Mais je m'occupe des autres produits sur l'international, sur le monde entier. Et moi, je vous offre une page dans ma revue pour vous exprimer. Merci de nous donner de la place pour parler, pour expliquer. Venez, voilà. Moi, mon rêve, c'est qu'effectivement, monsieur, je vienne dans vos usines, vous remettre le label. Et honnêtement, on doit cheminer, on peut cheminer. Et honnêtement, le consommateur, les gens, qu'est-ce qui marche plus, y compris en politique? On va pas faire une ouverture sur ce qui va se passer demain. C'est que les gens ont le sentiment que les autorités économiques, politiques, journalistiques ne leur disent plus la vérité. Les gens disent ils nous mentent. Ils nous mentent pour leurs intérêts, ils nous mentent par médiocrité, ils nous mentent. Eh bien, je pense qu'on a créé là un outil de vérité. Voilà, d'essayer de redonner la vérité. Ça, c'est un combat de société. C'est pas un combat, c'est un combat de société. Voilà. Si on peut le mener, si on a pu faire des progrès, si grâce à ce salon, on peut faire avancer cette cause, on n'a pas perdu notre temps. Merci de votre présence.